BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir, on en parle quasiment tous les jours, c'est Stéphane Bougenin. Il est président du directoire d'Euronext. Bonsoir Stéphane Bougenin. Bonsoir. Merci d'être avec nous, beaucoup de questions à vous poser. Aujourd'hui, c'était la deuxième édition, votre deuxième édition du campus Euronext Tech Leaders. On va parler de tech, donc ça tombe bien, on en a beaucoup parlé ce week-end. Vous nous direz un peu quelle est votre analyse et qu'est-ce que vous faites. On parlera bien sûr de vos résultats trimestriels, parce qu'ils étaient meilleurs que prévu. Ça veut dire que vous maintenez le cap. Ça vous donne aussi quelques possibilités. Vous nous direz si vous avez d'autres acquisitions dans votre viseur après Borsa Italiana. Il faut dire que c'était quand même une grosse bourse à digérer. Mais d'abord, quelques questions d'actualité, un peu comment votre vision du marché. Est-ce que Alstom, qui a dégringolé en bourse, Worldline, est-ce qu'ils ont toujours leur place dans le CAC 40 ? Je crois que vous avez un conseil scientifique là, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Vous avez vu le titre, là, il y a plein de candidats derrière. Le CAC 40, c'est un indice qui reflète les plus grandes sociétés françaises, les plus grandes sociétés cotées à Paris, en termes de ce qu'on appelle le flottant et la liquidité, c'est-à-dire celles qui ont l'univers dans lequel les investisseurs peuvent et les épargnants peuvent investir, qui est le plus important. Donc effectivement, chaque trimestre, un comité scientifique indépendant mesure le flottant et la liquidité de chacune de ces sociétés, de ces 40 sociétés. Et puis lorsque certaines sociétés ont un flottant et une liquidité qui est devenue plus petite que le trimestre d'avant, eh bien elles sont susceptibles de quitter le CAC 40. Et puis quand d'autres sociétés en croissance, moins connues, eh bien elles entrent. Donc chaque trimestre, non mais Stéphane Bougenin, on est sur BFM Business, donc on connaît un peu le fonctionnement. Si je vous pose la question, c'est que la question se pose pour Alstom et Worldline. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la réponse à votre question, elle sera mécanique lorsqu'on mesurera à la fin de ce trimestre la liquidité et le flottant de ces deux sociétés. Donc c'est pas à moi de mais quand même, est-ce que alors psychologiquement, est-ce que ça serait quand même un choc si Alstom sort du CAC 40 et ça, vous avez raison de le rappeler, pour des questions totalement mécaniques, et pas du tout de politique. Mais parce qu'on parle de réindustrialisation de la France, c'est quand même un des fleurons du ferroviaire français. Si ça sort du CAC 40... Oui, mais, vous savez, le CAC 40 n'est qu'un indice de valorisation et de liquidité. Il ne dit pas l'importance d'une entreprise. Je me souviens du jour où EDF a quitté le CAC 40. Oui. Et où Jean-Bernard Lévy m'a appelé en me disant comment cela est possible. Nous sommes une entreprise très importante. Vous voyez, c'est un symbole. C'est un symbole, et que nous avons une conversation intéressante pour dire qu'on ne peut pas faire porter au CAC 40 une fonction imaginaire, symbolique, qui va au-delà de ce qu'il est. Si on a voulu... Le CAC 40, ça n'est pas un label. Bah le CAC 40, non. Je vous dis si. Non, le CAC 40 n'est pas un label. Le CAC 40 est un indice, et cet indice mesure la liquidité et le flottant. Point. Et donc, si autour de cela un imaginaire s'est créé, c'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec ce que doit être un indice qui doit être homogène et constant. Réponse dans les prochaines semaines, enfin à la fin du mois. Sinon, quand même, on voit bien que c'est un moment un peu compliqué pour les marchés et pour les IPO. Par exemple, il y a beaucoup moins d'IPO qu'avant. Quand on regarde les entreprises qui ont osé ce côté, le cours d'introduction est nettement supérieur à leur cours actuel pour la grande majorité des introductions. C'est compliqué pour une entreprise actuellement d'aller sur Euronext. Oui, alors, plusieurs choses qui sont peut-être des faits qui sont méconnus. D'abord, 2023 est une année où il y a eu moins d'IPO que les années précédentes. Oui. Mais la part de marché d'Euronext, c'est-à-dire le nombre d'IPO qui se sont réalisés sur Euronext, a été massif. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que le bassin de liquidité unique que nous avons créé, notamment avec l'acquisition de Borsa Italiana, le carnet d'ordre unique, qui aujourd'hui agrège, consolide à peu près 1300 milliards de capitalisation boursière, qui sur un marché sur lequel on traite 25% des actions cotées en Europe. C'est un marché sur lequel il y a eu, par exemple, au troisième trimestre, 72% des IPO en Europe se sont faites sur les marchés Euronext. Donc, il y a chez nous plus d'IPO qu'ailleurs. Mais il y en a moins d'une manière générale. Il y en a moins d'une manière générale, mais je vais y venir directionnellement, je pense qu'on peut être plus nuancé. Il y a eu surtout beaucoup d'IPO internationales chez Euronext. Une société espagnole comme Ferrovial s'est cotée sur Euronext. Une société américaine comme Coty s'est cotée sur Euronext Paris. Une société brésilienne de l'énergie s'est cotée sur Euronext à Oslo. Donc, il y a beaucoup d'IPO internationales, une douzaine depuis le début de l'année, alors qu'à Londres, par exemple, il y en a eu à peine 4. Donc,
c'est sur les marchés Euronext, désormais en Europe, que se font l'essentiel des introductions en bourse, l'essentiel des listings. Là où vous avez un point, c'est qu'effectivement, il y en a eu moins. Mais il y a un autre fait qui est méconnu, puisque vous soulignez l'évolution de la valorisation, c'est que quand on regarde l'ensemble des sociétés qui ont été cotées en bourse depuis le début de l'année 2023, à Paris, sur Euronext, pardon, à Londres et au Nasdaq, et sur le NYSE, on observe qu'il y a en moyenne une progression de un peu en dessous de 5%, 3 à 4% pour les sociétés cotées sur Euronext, alors qu'il y a une évolution négative au Nasdaq et à Londres. Et c'est la même chose pour 2022. Ce que je veux dire, c'est que soit parce que les prix d'introduction en bourse sont plus raisonnables sur Euronext que sur les autres endroits que j'ai cités, soit parce que les entreprises sont de meilleure qualité, peu importe, la performance en 2022 et en 2023 en moyenne des sociétés sur Euronext, des sociétés cotées sur Euronext, introduites en bourse sur Euronext en 22 et en 23 a été positive, là où elle a été négative sur la même période au Nasdaq et sur le LSE. Donc il faut être plus nuancé. Alors il y a bien sûr des non mais vous voyez sur la tendance de fond. Mais la tendance de fond, elle est si le mot tendance est égal à la moyenne, alors la moyenne c'est une progression de la valorisation boursière des introductions en bourse en 2022 et en 2023 sur les marchés Euronext, alors qu'elle a été négative sur les autres marchés qui sont plus visibles dont vous avez parlé. Maintenant sur 2024. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est va-t-on vers une évolution plus positive du nombre d'introductions en bourse ? Moi, je suis convaincu, quand je regarde ce qu'on appelle le pipeline, ou en français la liste d'attente, des sociétés qui soit avaient envisagé de sortir au dernier trimestre de cette année, et qui, pour des raisons liées à la volatilité stratégique, a commencé le 7 octobre, y ont renoncé et ont repoussé au premier trimestre 24. Quand je regarde le flux de sociétés technologiques remarquable, parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on n'a jamais eu autant de sociétés technologiques arrivées à maturité que la situation actuelle ne permet d'observer. D'accord. Pardonnez-moi quand même. Non, mais je veux bien qu'il se passe que tout soit très positif. En même temps, quand vous regardez, d'abord, au total, en 2023, il y aura eu combien d'introductions sur Euronext et sur Paris ? 56. 56. Voilà. En 2022, c'était combien ? En 2022, c'était un peu plus du double. Oui, d'accord. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais donc c'est une réponse à ma question. Il y a eu une baisse très significative. Il y a eu un effondrement, absolument. Et ce qui a changé, comme je vous l'ai dit, c'est que nous avons une part de marché qui est très très spectaculairement supérieure et qui est liée tout simplement à la taille, maintenant, après toute la consolidation que nous avons réalisée en Europe, à la taille du bassin de liquidité unique que nous avons construit. Et en 2024, vous voyez ça ? Moi, je suis assez optimiste. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis assez optimiste parce que, donc, comme devant je disais 2023, au-delà de 2023. Oui, je suis assez optimiste pour deux raisons. La première, c'est que, comme j'essayais de l'indiquer avant que vous précisiez votre question, parce que il y a un nombre vraiment très significatif de sociétés qui, depuis une dizaine d'années, ont fait tout le parcours transformation de la technologie en produit, de la transformation du produit en business, du business en société, de la société en plan de croissance, avec une maturation, avec des soutiens qui ont été évidemment la BPI au départ, etc., et beaucoup d'autres, toute une communauté qui les a soutenus, et qui aujourd'hui arrive au moment de passer à l'étape supérieure. Et les marchés publics, les marchés cotés, sont le lieu pour les consolidateurs. Et d'abord, il y a beaucoup plus de sociétés donc disponibles ou prêtes à lever de l'argent, à financer de la croissance, ou des sociétés dans lesquelles les investisseurs cherchent de la liquidité qu'avant. Mais la deuxième chose, c'est que, sauf difficultés stratégiques nouvelles ou détérioration significative de la situation géostratégique qu'on connaît tous, et donc contamination des prix des hydrocarbures, sauf cela, je pense que ce qui est déterminant dans le fonctionnement des marchés, c'est l'évolution des taux. Et les taux d'intérêt sont en train... les marchés, non, mais les taux d'intérêt sont en train... Non, parce que c'est intéressant, aujourd'hui on regarde plus les taux que les fondamentaux du PNB. Les taux sont en train d'arrêter de monter, peut-être de baisser, mais surtout d'arrêter de monter. Ce qui crée mécaniquement un effet qui va créer une rotation ou un intérêt nouveau pour les actions, parce que les perspectives de gains directionnellement sur les taux vont être moins fortes que les perspectives d'entrée à des valorisations plus faibles sur les actions. Et donc je pense que les marchés vont être plus
disponibles pour soutenir les marchés, les opérations sur les actions en 2024 qu'ils ne l'ont été en 2023. En même temps, ce qu'on peut dire, c'est que les taux d'intérêt, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de se refinancer, parce qu'on est à des taux d'intérêt quand même très très élevés. Est-ce que vous voyez des entreprises qui disent, tiens, je vais aller lever de l'argent sur les marchés plutôt qu'auprès de mon banquier pour faire ça, pour être assez caricatural et schématique? Mais elles ne se sont pas encore exprimées sur ce terrain-là d'une recapitalisation pour faire face à des difficultés de refinancement, parce que c'est souvent le signal de difficultés significatives. Mais il est évident que les questions de recapitalisation, les questions de cession d'actifs sont dans l'agenda d'un certain nombre de sociétés qui, par la nature de leur activité, ont des besoins en capitaux très élevés, qui se sont financés avec des maturités qui pouvaient être très courtes, qui font face à des échéances de refinancement. Et c'est sûr que lever de la dette ou refinancer de la dette à 4 et 5%, c'est pas pareil que quand on l'a levé à entre 0 et 1. Et donc, pour un certain nombre d'entreprises, pas les plus nombreuses, pour un certain nombre d'entreprises, il faudra repasser par la case augmentation de capital. Mais je crois que c'est pas... On en a déjà vu certaines, oui. Absolument, mais c'est pas le cas le plus fréquent. Je pense que les valorisations vont s'ajuster. Là où vous posez une question... Ça explique en partie la chute d'Alstom, du reste. Là où vous posez une question, à mon avis, tout à fait importante et pertinente, en rappelant les fondamentaux de la croissance, c'est que bien sûr, directionnellement, les perspectives de croissance de certaines entreprises vont être révisées, pas toutes. Et donc les valorisations vont s'ajuster. Mais il y a une différence entre le niveau de valorisation des entreprises et le nombre d'opérations qui vont être menées, parce que même avec des valorisations plus faibles, les marchés peuvent être tout à fait accueillants et ouverts pour les augmentations de capital et les introductions en bourse. On va dire un mot de Euronext quand même, parce que Euronext, vous avez publié, alors c'était il y a quelques jours, vos résultats pour le troisième trimestre. En fait, ils ont été meilleurs que prévu, en tout cas pour votre bénéfice. Le niveau d'endettement, malgré Borsa Italiana, a été jugé satisfaisant. Donc vous maintenez le cap, Euronext, ça sera sur l'ensemble de l'année 2023, ça sera plutôt une bonne année? La société est cotée, donc je peux commenter les résultats jusqu'au troisième trimestre qu'on a sorti il y a quelques temps, mais ce qu'on peut dire est de manière tout à fait évidente, nous avons confirmé des objectifs de coûts révisés qui sont extrêmement bons, et donc chacun peut en déduire un niveau de marge. Et surtout, ce qui est plus important... Les coûts et encore les coûts. Oui. C'est la recette de Stéphane Boujnah. Oui, parce que la performance opérationnelle, c'est la condition de l'indépendance tout court. Vous savez, Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, disait « se reposer ou rester libre, il faut choisir ». Quand on gère ses coûts, on a une chance de rester libre. Quand on renonce à gérer ses coûts, on devient soudain, tôt ou tard, l'esclave de quelqu'un. Non, ce qui est important, c'est que on va, en 2023, passer une étape fondamentale de l'intégration de Borsa Italiana. Quand en 2021, nous avons acheté l'infrastructure de marché de la troisième économie d'Europe, on avait dit on fera 60 millions de synergies d'ici la fin 2024. En fait, on fera 70 millions de synergies d'ici la fin 2023. Et à la fin 2024, on fera au moins 115 millions de synergies, c'est-à-dire le double de ce qu'on avait prévu de faire initialement. Donc, Borsa Italiana a été une excellente opération pour les investisseurs d'Euronext et pour les clients d'Euronext, parce que maintenant, on a une société intégrée, notamment avec la compensation. Et ça veut dire deux questions rapidement, parce qu'il faut quand même qu'on parle de vos tech leaders. Est-ce que ça veut dire que ça vous offre la possibilité d'autres acquisitions ? Parce qu'il en reste encore quelques-unes. Hein. Est-ce que ça vous tente? Enfin, est-ce que vous vous en préparez? Alors, Euronext explore toujours les opportunités de croissance qui permettent d'atteindre deux objectifs. Plus de croissance de notre chiffre d'affaires plus rapidement, ou plus de diversification pour s'engager dans des lignes de produits qui sont moins liées à la volatilité des marchés. Donc chaque fois qu'on peut acheter une société qui nous permet de croître plus vite ou qui nous permet de diversifier notre modèle de revenu, nous le faisons à condition, et ça c'est presque aussi important que la remarque sur les coûts il y a quelques minutes, à condition que le retour sur capitaux employés soit supérieur à notre coût du capital. C'est-à-dire nous ne payons pas des prix que d'autres sont prêts à payer, parce que nous considérons que notre mission, c'est de... nous considérons il que reste quoi? Il reste Madrid, enfin... nous considérons que notre métier, c'est de créer du capital et pas de détruire du capital, donc on ne paye pas à n'importe quel prix comme d'autres. Et donc ça, c'est une vraie différence avec d'autres acteurs. Alors, sur les bourses en Europe,
Madrid appartient au groupe suisse, SIX. Francfort a décidé de rester indépendante. Et de toute façon, Deutsche Börse a une capitalisation boursière de au moins 4 fois celle d'Euronext. Et il reste donc Nasdaq Nordics, qui est un groupe de bourse de scandinave qui appartient au Nasdaq, qui pour le moment n'est pas vendeur. Donc la croissance d'Euronext pour faire croître la top line, le revenu, le chiffre d'affaires, ou pour diversifier nos activités, se fera dans d'autres métiers qui ne sont pas les métiers de la bourse au sens historique du terme. Stéphane Boujnah, se tenait aujourd'hui la 2e édition du campus Euronext Tech Leaders. À quoi ça sert les Tech Leaders? C'est une manière de les faire venir et de leur dire « Allez, allez-y, c'est temps ». Non, c'est une manière de rendre plus visible auprès des investisseurs internationaux la réalité d'un secteur technologique européen. Parce que souvent, on a la perception que il y a une société de paiement à Amsterdam, il y a une société de semi-conducteurs à Paris, il y a une société de clean tech à Oslo. Mais la réalité, c'est qu'il y a un gisement d'entreprises technologiques cotées en Europe qui ont des caractéristiques de croissance communes et à qui nous voulons donner la même visibilité que celle qui peut exister aux États-Unis quand il y a des marchés technologiques aux États-Unis. Et il y a un appétit des investisseurs internationaux pour s'engager dans le financement de ce genre d'entreprises qui ont souvent des perspectives de croissance plus fortes qu'en Amérique du Nord et des valorisations plus faibles, donc des points d'entrée incroyables. Et donc, nous avons voulu fabriquer un segment, un indice et des rencontres investisseurs. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous savez, c'est de la bourse depuis plusieurs siècles, c'est assez simple. Ça consiste à mettre en rapport des gens qui ont beaucoup d'idées et pas d'argent, et des gens qui ont beaucoup d'argent et pas d'idées. Et c'est ça qu'on fait depuis des siècles. Et là, quand vous voyez ce qui s'est passé avec OpenAI ce week-end, c'est une crise de gestion et de leadership assez naturelle. Assez spectaculaire. Assez spectaculaire. Oui. Non, avec un retournement presque chaque heure. Oui. Un feuilleton qu'on a suivi sur BFM Business. Avec un rapport entre le travail et le capital qui est passionnant, parce que c'est un peu les travailleurs ensemble, d'où au ma sens question, du terme, qui ont réussi à tordre le bras du capital. Oui, ça veut dire quand même que la tech c'est formidable, mais en même temps c'est un fonctionnement c'est disruptif. Ça se fait sur des ordres de grandeur en termes de valeur et de calendrier qui n'ont rien à voir avec les mutations d'autres secteurs plus traditionnels. Merci Stéphane Boujnah. Donc merci à vous. Optimiste pour 2024, ça fait du bien. Président du directoire donc d'Euronext.